Et salut Moussaillon, on se retrouve pour faire le résumé de la 12e semaine du Vendée Globe. Au programme de cette semaine, on a tout simplement connu le finish le plus intense du Vendée Globe. Vous allez voir dans cet épisode, c'est vraiment joué à très peu de choses. Et sur Vendée Globe, là on assiste à une arrivée en masse au Sable d'Olonne. Et c'est même bientôt mon arrivée sur Virtual Regatta, donc on va pouvoir aller voir ça ensemble. Et bien sûr à la fin de cette vidéo, je donnerai le nom du vainqueur du concours précédent et je donnerai l'énoncé du concours pour la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit résumé de la situation d'où on s'était arrêté la semaine dernière. Alors ce que je vous propose en premier lieu, c'est de se concentrer sur l'avant de la course et ensuite on verra ce qui s'est passé à l'arrière de la course. Donc à l'avant, en fait, on a un petit groupe de skippers qui vont se battre pour la victoire finale. Donc parmi ce petit groupe, on peut compter Charlie Dalin, on peut compter Thomas Ruyant, Boris Herrmann, Louis Burton et Yannick Bestaven. On peut aussi ajouter 3 skippers qui vont essayer de gratter un maximum de place au classement. Ça va être Damien Seguin, Giancarlo Pedote et Jean Lecam. Et comme vous pouvez le voir, tous ces skippers sont très proches. Et c'est la première fois dans l'histoire du Vendée Globe qu'il y a autant de skippers aussi proches à cette distance-là de l'arrivée. Et en plus, ces skippers sont très proches, mais il faut rajouter un autre facteur, c'est les temps de bonification. Alors d'où est-ce qu'ils viennent ces temps de bonification? Eh bien si vous vous rappelez bien, à peu près à la mi-course, il y a le bateau de Kevin Escoffier qui a coulé. Donc l'organisation de la course a demandé à plusieurs skippers d'aller secourir Kevin Escoffier. Et à la fin de l'opération de sauvetage, un jury s'est regroupé et a essayé d'estimer le temps que chaque skipper a perdu en déviant leur trajectoire pour aller secourir Kevin. Et donc il y a encore 3 skippers en lice qui bénéficient de ces temps de bonification. Alors tout d'abord on a Boris Herrmann qui bénéficie de 6 heures de temps de bonification. Ensuite, on a Yannick Bestaven qui bénéficie de 10h15. Et enfin, Jean Lecam qui bénéficie de 16h15 de bonification. Et comme vous pouvez le voir, pour ajouter un petit peu de suspense, on voit que Boris Herrmann est actuellement 3ème. Et donc, il a 6 heures de bonification. Yannick Bestaven, lui, est un petit peu en retrait. Mais lui, en revanche, il a 10h15 de bonification. Jean Lecam est vraiment plus en retrait, mais lui en revanche il bénéficie de 16h15 de bonification. Et on va voir par la suite si ces temps de bonification vont être déterminants pour le classement général. Donc avançons un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Alors voilà, il faut savoir que la météo va être assez stable jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne, et donc les skippers savent que ça va se jouer sur des détails. Yannick Bestaven, qui est un petit peu en retrait, se dit qu'il va pas suivre ceux qui sont devant lui, et il va essayer d'aller chercher une option un peu plus au nord, et comme on peut voir, il est empanné bien avant tout le monde, et il va essayer d'aller gagner du temps comme ça. Voilà, donc à ce moment-là de la course, tout le monde a empanné. Donc on peut voir que Charlie Dalin, lui, a empanné très à l'est, et donc il donne sa première place actuellement à Louis Burton. Mais voilà, maintenant tout le monde repique au nord, et dans ces estimations-là, pour l'instant, c'est surtout Boris Herrmann qui sort en tête. Donc il y a plein d'experts qui vont faire des pronostics, et Boris Herrmann, grâce à ses 6 heures de bonification, Boris Herrmann qui est juste derrière Louis Burton, est actuellement le favori pour remporter le Vendée Globe. Mais évidemment, sur les pronostics, ça se joue vraiment à quelques heures, voire quelques minutes près entre les différents concurrents, donc rien n'est encore sûr. Donc continuez à avancer pour voir ce qui s'est passé après. Voilà, donc maintenant, au moment de rentrer dans le golfe de Gascogne, le golfe de Gascogne, hein, c'est cet endroit-là, et bien Charlie Dalin a repris la tête de la course. Il est suivi de près par Boris Herrmann, mais la deuxième place est actuellement occupée par Louis Burton qui va faire une route très au nord pour essayer d'aller chercher un petit peu de perf. Un petit peu à l'arrière, on voit que Thomas Ruyant est talonné par Yannick Bestaven. Et à ce moment-là, il se fait plus trop d'illusions, hein, vu que Yannick Bestaven a 10h15 de temps de bonification. Thomas Ruyant sait qu'il pourra pas vraiment lui mettre 10h15 dans la vue avant les Sables d'Olonne. Mais c'est toujours intéressant pour Thomas Ruyant de se dépêcher, car même s'il a plus vraiment gagné le Vendée Globe, il y a encore quelqu'un qui peut le doubler. C'est Jean Lecam qui a ses 16h15 de bonification et donc il y a toujours un danger pour le classement de Thomas Ruyant. Et voilà, donc pour le finish, on voit que Charles Dalin a vraiment longé l'Espagne et que donc pour l'instant ça marche plutôt bien puisqu'il est en tête et qu'il met pas mal de milles d'avance à Louis Burton qui même à ce moment-là est 3ème, et donc ça donne beaucoup d'espoir à Boris Herrmann qui à ce moment-là peut vraiment gagner le Vendée Globe. Et là on voit vraiment que ça se joue à des détails parce que Louis Burton a même déclaré que la météo que rencontraient vraiment les skippers était un petit peu différente que les fichiers météo qu'ils ont reçus. Et le truc c'est que là, vu que ça se joue à quelques heures près, voire à quelques minutes près, et bien le un peu différent ça peut beaucoup jouer sur les performances des bateaux. Donc continuons encore un petit peu à avancer. Et voilà, là on voit que Charlie Dalin est passé en tête et plus personne ne le rattrapera, et donc il sera le premier à franchir la ligne de ce Vendée Globe. Mais même s'il franchit en premier la ligne, ça ne veut pas dire qu'il a encore gagné parce qu'il y a encore les temps de bonification, et il y a encore 2 menaces qui planent sur lui. C'est la menace de Boris Herrmann qui a encore ses 6 heures de bonification, et Yannick Bestaven qui a ses 10h15 de bonification. Et à ce moment-là, tous les pronostics vont vers Yannick Bestaven qui est donné victorieux à 1h30 près. Mais 1h30 c'est pas grand chose, et donc s'il y a un petit problème, et bien tout peut basculer pour Yannick ou pour Boris. Donc avançons un petit peu pour confirmer la victoire de Charlie. Et voilà, donc Charlie a bien franchi la ligne d'arrivée, il est bien arrivé au Sable d'Olonne, là comme on peut le voir ici.
Mais même s'il est le premier à avoir franchi la ligne, eh bien, il va devoir attendre l'arrivée de Boris et de Yannick pour savoir s'il sera le gagnant de cette édition. Jean Lecam, même s'il a 16h15 de bonification, il est quand même trop loin pour aller chercher la première place. Sauf que là, si vous êtes un petit peu perspicace, vous pouvez voir qu'il y a eu un petit problème et donc un dernier retournement de situation avant l'arrivée au Sable d'Olonne. Ici, c'est la vitesse de Boris Herman. Là, Boris, il va actuellement à 7,3 nœuds, alors qu'à ce moment-là, Thomas Ruyant et Yannick Bestaven vont plutôt entre 16 et 20 nœuds. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Boris Herman s'est pris un chalutier. Alors, heureusement, il y a eu juste un petit peu de casse, hein, personne n'a été blessé. Apparemment, le choc n'a pas été très violent, mais ça a suffi à faire pas mal de casse pour Boris. Notamment, ça a cassé un de ses haubans. Les haubans sont des câbles qui tiennent le mât, donc niveau structure, c'est vraiment très important. Boris a un peu bricolé voilà, pour remplacer un petit peu tout ce qui avait été cassé, et notamment le hauban. Mais le problème, c'est que le haubans de fortune est forcément moins performant que le hauban qui était à la place à ce moment-là. Et donc, pour être certain de pouvoir rentrer, Boris a dû aller au ralenti pour boucler tout simplement son tour du monde. C'était vraiment la pire chose qui pouvait lui arriver, hein, c'est ce qu'il a dit lui-même. Et donc, ça va laisser la possibilité à Yannick Bestaven d'être le dernier en course à pouvoir ravir la place de premier à Charlie Dalin. Alors, pour éviter les collisions en mer, les bateaux normalement sont équipés d'alarmes AIS. En fait, pour se faire repérer en mer, les bateaux émettent tous un signal et grâce à des radars, eh bien, en fait, on peut localiser la position de tous les bateaux. Et donc, quand ça approche trop d'un bateau, il y a une alarme qui se déclenche pour les skippers et comme ça, ils sont avertis qu'ils s'approchent d'un bateau et donc ils peuvent manœuvrer pour éviter ce bateau-là. Voilà, donc pour Boris, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Alors actuellement, on ne sait pas d'où vient le problème. Peut-être que le problème vient du bateau de Boris ou peut-être que le bateau de pêche n'émettait pas son signal et donc le radar de Boris ne pouvait pas détecter ce bateau de pêche. Et voilà, donc Boris à ce moment-là ne peut plus gagner le Vendée Globe. C'est peut-être un petit peu dommage, ça aurait été bien pour le Vendée Globe qui est un étranger qui gagne cette course pour le rayonnement international du Vendée Globe. Mais bon, hein, c'est la course, c'est comme ça. Boris Herman d'ailleurs qui sera le premier skipper allemand à terminer le Vendée Globe. Voilà, c'était un petit fact. Voilà, donc maintenant je vais plus avancer sur la cartographie, parce que sinon ça va devenir un gros pâté et on verra plus rien. Mais voilà, donc Charlie a été le premier à franchir la ligne d'arrivée en 80 jours, 6h, 15 minutes et 47 secondes. Louis Burton arrivera 4h05 après lui, donc c'est vraiment très très peu à l'échelle d'un tour du monde à 80 jours. Et finalement Yannick Bestaven sera le troisième à passer la ligne d'arrivée. Et grâce au temps de bonification, il va même dépasser Charlie Dalin au classement général. Thomas Ruyant va arriver juste après Yannick. Bon, évidemment, lui sera un petit peu déçu parce qu'il espérait tout de même au moins un podium. Mais bon, il a quand même fait une très belle course et il a pas mal été handicapé par son problème de foil. Ensuite, ça sera un tour de Boris Herman d'arriver. Ensuite, Damien Seguin sera le 6e à franchir la ligne d'arrivée. Je vous rappelle que Damien Seguin est arrivé au monde avec une main en moins. Et au final, il arrive à passer 6e du Vendée Globe, donc ultra belle perf. Ensuite, ce sera au tour de Giancarlo Pedote. Ensuite arrivera Jean Lecam, qui a été très bien accueilli au Sable d'Olonne, évidemment. Et lui, grâce au temps de bonification, il va même remonter jusqu'à la 4e place du classement, même s'il sera le 8e à franchir la ligne d'arrivée. Donc vraiment une belle perf de Jean Lecam. Et après vont arriver Benjamin Dutreux et Maxime Sorel pour la 9e et 10e place. Au moment de leur arrivée, on va prendre beaucoup de choses sur les skippers, ils vont révéler beaucoup de choses, notamment pour Louis Burton qui va révéler qu'il a eu un problème de GV, c'est-à-dire un problème de grand voile au moment où il a passé l'équateur. Voilà, je vous rappelle la situation, il avait pris une option beaucoup plus à l'ouest que Charlie Dalin qui était beaucoup plus à l'est. Et à ce moment-là, Louis Burton avait pris une très belle option, il était censé gagner beaucoup de temps, mais au final ça s'est pas fait et on n'a pas compris pourquoi. Et en fait, il a révélé qu'il a eu un problème avec sa drisse de GV. Donc la GV, c'est la grand voile. Et la drisse, en fait, c'est un cordage qui permet de hisser la grand voile. Et bah, ce cordage-là, il s'est rompu. Et donc, la grand voile était à terre. Et le temps de réparer tout ça, eh bien, Louis Burton aurait perdu 5 à 7 heures. Donc, peut-être que ce problème-là lui a coûté la victoire du Vendée Globe. Enfin, en tout cas, peut-être pas la victoire, mais le fait d'arriver en premier au Sable d'Olonne. On a aussi appris que Louis Burton, ça faisait 15 jours qu'il n'avait plus de gaz. Donc, il pouvait plus chauffer ses aliments. Et aussi, depuis un mois, il avait plus de désalinisateur. Donc il n'avait plus d'eau, enfin s'il avait encore un peu de l'eau, c'était de l'eau de pluie qu'il avait récupéré au moment du poteau noir. Et donc il était temps pour lui d'arriver. On a aussi appris que Jean Lecam est revenu avec une côte cassée. Alors comment est-ce qu'il s'est cassé la côte? Eh bien apparemment il pissait dans un seau. Oui, c'est très courant de pisser dans un seau, c'est comme ça qu'on fait sur des voiliers, de manière générale, et pas seulement au Vendée Globe. Et en pissant dans son seau, à un moment il se tenait plus au bateau, il s'est cassé la gueule et il s'est pété une côte. Et donc après les temps de compensation, qu'est-ce que donne le classement au final? Eh bien, en première place, on retrouve Yannick Bestaven qui finalement après compensation a fait le tour du monde en 80 jours, 3h, 44 minutes et 46 secondes. En deuxième place, on retrouve Charlie Dalin qui aura mis 2h et 31 minutes de plus.
Après, en 3ème position, on a Louis Burton avec 6h40. En 4ème position, Jean Le Cam, qui sera arrivé 10h après. En 5ème position, Boris Herman, qui sera arrivé 11h15 après. Donc pour Jean Le Cam et Boris Herman, c'est après compensation évidemment. En 6ème place, Thomas Ruyant à 11h37. 7ème place, Damien Seguin, 18h après. 8ème place, Giancarlo Pedote, 18h57 après. Mais même si ce Vendée Globe est terminé pour certains, il continue pour d'autres. Donc ce que je vous propose, c'est d'avancer encore un petit peu et aller voir ce qui s'est passé à l'arrière de la course. Et voilà, donc juste à l'arrière, on peut voir que Armel Tripon a fait un petit zigouigoui juste ici. Et bien en fait, tout simplement, il a vu que la tempête Justine s'abattait actuellement dans le golfe de Gascogne, et donc il a décidé d'aller se mettre à l'abri pour pas affronter les grosses conditions. Et pourquoi il a fait cette décision? C'est parce que le seul risque qu'il a actuellement, c'est de casser son bateau et de ne pas pouvoir revenir au Sable d'Olonne. Parce que vous voyez que le seul skipper qui s'approche actuellement d'Armel Tripon, c'est Clarisse Kremer, qui est encore très très loin, et qui a un bateau moins performant. Donc Armel Tripon n'a vraiment pas grand chose à gagner à aller affronter la tempête Justine, et en fait il a juste tout à perdre. Donc c'est très sage de sa part d'attendre un petit peu. Clarisse Kremer va aussi avoir un petit peu le même raisonnement. Elle va économiser son bateau pour être sûre de terminer. Et elle aussi, vous voyez, elle est poursuivie par Romain Attanasio et Jérémy Billou qui sont très très loin et qui n'avancent pas en plus très très vite. Parce que là maintenant, elle a plus grand chose à gagner et tout à perdre. Donc c'est aussi très sage de sa part. Jérémy Billou qui lui a été très ralenti pendant cette semaine. Et ensuite à l'arrière, on peut voir qu'il y a un petit groupe voilà, qui en profite encore des alizés. Là on voit plus le bateau d'Isabelle Joschke, mais Isabelle Joschke a bien rejoint le Brésil et s'est donc bien mis à l'abri. Et on peut voir en regardant un peu plus à l'arrière, c'est que ça y est, tous les skippers ont dépassé le Cap Horn, et donc on approche bien de la fin complète de ce Vendée Globe. Et voilà, donc maintenant je vous propose de passer sur Virtual Regatta, et comme vous pouvez voir, nous ce qui va nous intéresser par la suite, c'est ces deux grosses dépressions qui amènent beaucoup de vent vers le golfe de Gascogne. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur Virtual Regatta, et comme on peut voir, c'est que moi j'arrive actuellement dans quelques heures. Donc actuellement je suis dans un très très gros vent, il y a 32 nœuds, donc mon bateau est un petit peu bridé, c'est logique. Et voilà, donc maintenant on peut zoomer sur la ligne d'arrivée, on voit notre petit drapeau. Donc bon, pour ma part, plus grand chose à dire sur ma trajectoire future. Là on peut voir actuellement que ma trajectoire sur ces derniers jours, ça a vraiment été une ligne de TGV, vous voyez je fais des grandes lignes droites. Ça c'est depuis ma catastrophe que j'ai faite au Brésil. Voilà, mon objectif premier c'était plus la perf, c'était vraiment d'arriver au Sable d'Olonne. Donc objectif rempli, c'est tout bon, j'étais vraiment en mode saucisson. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, et donc on va s'intéresser aux prévisions pour la suite. Et donc pour faire ça, je vous propose d'aller voir tout d'abord celui qui a gagné le concours de la semaine précédente, parce qu'il lui reste encore un petit peu de distance à parcourir. Alors qu'est-ce que je vous ai demandé la semaine dernière? Eh bien c'était tout simplement de me mettre en commentaire le nom du gagnant du prochain Vendée Globe. Alors vous avez été nombreux à me donner le nom de Charlie Dalin, et Charlie Dalin a en effet franchi en premier la ligne d'arrivée, mais c'est bien finalement Yannick Verstappen qui a gagné le Vendée Globe. Mais vous avez quand même été 4 à me donner la bonne réponse. Alors pour choisir finalement j'ai pas tiré au sort, j'ai un petit peu regardé où est-ce que vous étiez pour voir si c'était un petit peu intéressant de regarder votre trajectoire. Et le truc c'est que Alexis lui il est arrivé 3500ème environ, et Eldorocco et Moussaillon NDDM eux sont arrivés il y a bien longtemps. Donc au final j'ai choisi Oliver Sam qui lui n'est pas encore arrivé, qui doit encore passer les Açores. Voilà, donc Oliver Sam est actuellement 253 millième avec son bateau pirate, très joli bateau d'ailleurs, et actuellement Oliver Sam il est un petit peu bloqué dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de vent, donc logiquement il n'avance pas très vite. Donc la question pour lui ça va être comment aller négocier le passage des Açores. Donc là actuellement on voit qu'il y a une bulle anticyclonique ici et qu'il y a les deux grandes dépressions ici. Et je vous propose d'aller le voir à dans 6 heures. Bon, à dans 12 heures, on peut voir que les deux dépressions se décalent un petit peu vers l'est, nord-est. Et là, on peut voir que vraiment la dépression, elle va se décaler vers l'est et qu'elle va porter pas mal de vent vers les Açores. Donc là, le jeu pour Oliver Sam, ça va être de profiter du vent de cette dépression, mais sans aller chercher trop les vents forts, sinon son bateau va être bridé. Voilà, donc actuellement c'est encore un peu difficile à dire, mais je pense que passer au nord des Açores c'est un petit peu risqué, tu risques d'aller chercher du vent un petit peu trop fort, et donc le passage au sud des Açores est peut-être un petit peu plus tranquille. Mais quand on regarde à 48 heures, on peut voir que le vent au sud des Açores est à 14, alors qu'au nord il est à 21, donc à voir comment la situation va évoluer. Bon, ensuite tu verras à 3 jours où est-ce que tu en seras et comment auront évolué les fichiers météo. Voilà, sachant que dans 3 jours, au nord des Açores, il y a encore de nouveau 33 nœuds, donc c'est beaucoup trop. Mais en tout cas, fais pas comme moi, regarde, moi j'ai fait une grande ligne droite tout ici.
et c'est vraiment pas la meilleure des façons pour optimiser la marge de son bateau. Mais bon, je suppose que c'est plus ou moins ce que tu avais prévu de faire au début, de passer proche des Açores, et j'espère que ma réflexion t'a un petit peu aidé. Et voilà, donc maintenant il est temps de vous donner l'énoncé du concours de la semaine prochaine, et il faut savoir que la semaine prochaine, ça sera le dernier épisode de cette série de vidéos. Alors, est-ce que après cette dernière vidéo, je vais arrêter Virtual Regatta? Eh bien, pas vraiment, mais les vidéos vont prendre, disons, une autre forme. Et donc, je vous propose de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Je vous en parle plus la semaine prochaine. Et donc, pour ma part, je vais profiter un petit peu de ce concours pour préparer un petit peu la suite. Parce que après janvier, finalement la saison va revenir pour refaire des vidéos de voile. Quoique il reste encore un petit peu février-mars pour rester encore un petit peu au chaud. Et voilà, donc le concours pour cette semaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien je vous propose de me proposer un concept de vidéo ou un topo que vous aimeriez bien que je réalise. Donc ça peut aborder le sujet que vous voulez, ça peut être un reportage, ça peut être encore du gameplay sur un jeu vidéo comme Virtual Regatta, ça peut être un concept à faire sur la mer mais sur un voilier réel, bref, tout ce que vous voulez. En tout cas, quelque chose que vous aimeriez bien regarder. Et donc celui qui proposera le meilleur concept gagnera ce concours. Et donc bien sûr, j'essaierai par la suite de réaliser cette vidéo. Alors est-ce que je la ferai dans quelques semaines ou dans quelques mois? Ça je sais pas, on verra en fonction de la faisabilité de la vidéo et de mon planning aussi un petit peu. Et voilà moussaillon, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Donc comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour le dernier épisode de cette série. Et sur ce, je vous dis... amusez-vous bien, bon vent, ciao ciao.